Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour à tous. Alors on va terminer sur les réactions de substitution nucléophile. On a déjà fait 3 capsules vidéo je crois, donc on a vu un peu les généralités. Ensuite on a regardé plus précisément les réactions de substitution nucléophile d'ordre 1 et d'ordre 2 qui étaient respectivement faites en 2 étapes et en une étape, et on avait vu quelques éléments de comparaison entre les deux. Et maintenant, on va regarder un petit peu comment est-ce que je peux choisir le fait que ce soit une réaction d'ordre 1 ou une réaction d'ordre 2, et comment la réaction va plus particulièrement aller vers l'une ou vers l'autre. Et on va voir quelques éléments, on ne va pas tous les voir, on va en voir 3 ou 4 éléments qui sont essentiels pour le choix d'une voie de synthèse ou l'autre voie de synthèse, donc ordre 1 ou ordre 2. Donc les quelques éléments qu'on va voir ensemble, ça va être la nature du carbocation intermédiaire dans le cas où je souhaite faire une réaction d'ordre 1, l'encombrement stérique autour du carbone porteur du groupe partant. Donc ces deux cumulés, c'est ce qu'on appelle, ça va correspondre à la nature du groupe partant et du carbone porteur du groupe partant. Nous allons voir également le nucléofuge, un peu les propriétés du nucléofuge, et également la force du nucléophile qui doit venir prendre la place de ce nucléofuge. Donc pour rappel, ce qu'on a vu ensemble au niveau des substitutions nucléophiles, on a vu, il fallait donc avec un carbone, c'était le carbone qui nous intéressait, évidemment un nucléofuge, c'est-à-dire un groupe partant qui attire les électrons à lui dans cette liaison-là, de manière à fragiliser cette liaison. Donc le nucléofuge, c'est lui qui va s'en aller avec les deux électrons de la liaison. Et on avait vu deux mécanismes réactionnels différents, soit la SN1 qui se fait en 2 étapes, c'est-à-dire le nucléophile va attendre tranquillement que le nucléofuge veuille bien partir et laisser la place pour ensuite l'attaquer. Donc réaction en 2 étapes. La première étape, c'était le départ du nucléofuge qui part avec les électrons pour laisser la place et former le carbocation intermédiaire. Et à ce moment-là, dès que la place est libre, eh bien, le nucléophile vient attaquer ce carbone pauvre, réaction d'addition d'un riche sur un pauvre tout simplement, pour aboutir au produit de la réaction, c'est-à-dire le produit de substitution. J'ai bien enlevé le nucléofuge remplacé par le nucléophile, et le nucléofuge est parti avec les deux électrons de la liaison. Et le deuxième mode de réaction, enfin de substitution nucléophile qu'on a vu, c'était la SN2, elle se fait en une seule étape, et dans ce cas-là, le nucléophile n'attend pas que le nucléofuge s'en aille, il attaque directement le carbone et va chasser le nucléofuge, Donc réaction en une seule étape, c'est un mécanisme concerté. Je crée la liaison carbone par exemple, en tout cas carbone nucléophile, et en même temps, je fais partir le groupe partant qui s'en va avec les électrons, pour donner évidemment la même chose globalement, le produit de substitution. Donc voilà les deux méthodes qu'on avait vues ensemble, SN1 et SN2. Et on va voir que la nature du carbocation intermédiaire, elle est essentielle pour la SN1, puisqu'on passe par le carbocation. Dans le cas de la SN2, on s'en fiche, puisqu'il n'y a pas de passage par le carbocation. L'encombrement stérique, lui, il va être capital au niveau de la réaction d'ordre 2, parce que si j'ai un carbone ici extrêmement encombré, le nucléophile aura énormément de difficultés à s'approcher du carbone. Donc ça, c'est la SN2 plutôt qui va être concernée. La qualité du nucléofuge, elle va être essentielle pour la réaction de SN1 parce qu'il me faut quelqu'un qui est capable de partir très facilement avec les électrons et qui est capable de stabiliser les deux électrons qui sont partis avec lui. Donc ça, c'est essentiel pour la SN1. Et puis, la force du nucléophile qui va être capitale pour la SN2 parce que lui, il va attaquer directement le carbone alors que le nucléofuge est encore présent. Donc il faut que j'ai un excellent nucléophile, donc sa force va être capitale au niveau de la SN2. Donc voilà les éléments qu'on va voir ensemble dans les diapos suivantes. Alors regardons d'abord la nature du carbocation intermédiaire et puis l'encombrement stérique, c'est-à-dire ça correspond à la nature du carbone porteur du groupe partant. Et ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs stéréoélectroniques, donc stéréo par rapport à l'encombrement stérique autour du carbone porteur du nucléofuge. Et puis électronique, ce sont les effets électroniques qui vont éventuellement stabiliser un potentiel carbocation intermédiaire. Donc je te donne 3 exemples, c'est des exemples classiques, avec le carbone ici central, porteur de mon groupe partant, ça peut être un atome de chlore par exemple, d'accord, un halogène. Et puis on a ici 3 possibilités. Donc ici on a un composé qu'on appelle primaire. Le carbone porteur du groupe partant, il porte à la fois un seul substituant différent de H, donc c'est un composé primaire, c'est une nomenclature qu'on a déjà vue ensemble.
2 substituants différents de H, c'est un composé secondaire, et 3 substituants différents de H, composé tertiaire. Et puis on va faire la réaction de substitution nucléophile dessus, et comme on ne sait pas comment choisir, eh bien on va considérer qu'on va passer par une SN1, c'est-à-dire fabriquer le carbocation, et on va regarder si ce carbocation-là, il est facile à faire ou pas facile à faire, et ça va nous donner la solution SN1 ou SN2. Donc un dérivé primaire va me donner un carbocation primaire, bien entendu, un seul substituant différent de H, et puis en dessous, respectivement, un carbocation secondaire, carbocation tertiaire. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai décidé que le groupe partant, il s'en allait dans tous les cas, comme si je faisais une SN1. Et maintenant, je vais regarder la stabilité de ce carbocation intermédiaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble. Le carbocation, il est instable, il a une charge positive, il lui manque 2 électrons, mais il sera d'autant plus stable qu'il va être substitué par des groupements donneurs d'électrons par effet inductif ou effet mésomère. Okay, donc on voit que sur le carbocation primaire, j'ai, dans mon exemple, un seul groupement donneur inductif, donc ce n'est pas quelque chose qui va forcément le stabiliser. Ce carbocation-là risque d'être très fortement instable. Ici, j'ai 2 substituants donneur d'électrons par effet inductif, donc ça va être plus stable que le carbocation primaire. Et enfin, le carbocation tertiaire, ça va être le plus stable de la série, puisque j'ai ici 3 effets inductifs donneurs qui vont l'enrichir. Donc, en termes de stabilité, plus je descends du primaire vers le tertiaire, eh bien j'ai une stabilité qui augmente. Ça très instable, très peu de chances qu'il se fabrique. Celui-ci va être beaucoup plus stable, donc j'ai beaucoup plus de chances d'avoir la possibilité de fabriquer cet intermédiaire carbocation. Donc ça, au niveau de la SN1, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire du haut vers le bas, je vais favoriser la SN1 puisque le carbocation intermédiaire est de plus en plus stable. Et je sais qu'en SN1, je passe par un carbocation. Donc maintenant, je sais que si j'ai un carbocation qui est instable, la SN1 ne pourra pas se faire. Si j'ai un carbocation stable, je pourrais faire de la SN1. Donc ça, ce sont les facteurs électroniques. Maintenant, si on regarde le côté encombrement stérique, on va regarder sur ce composé-là. Donc là, ça va être plus en lien avec la SN2 cette fois-ci. Tu vois que sur le dérivé primaire, j'ai que de l'hydrogène. L'hydrogène il est très petit, donc il ne prend pas beaucoup de place. Ça veut dire que ce carbone-là, il est relativement peu encombré. À l'opposé, je prends le dérivé tertiaire. J'ai 3 substituants très volumineux qui tournent un peu dans tous les sens. Donc ce carbone-là, il devient très difficile d'accès pour le nucléophile. Donc l'encombrement stérique, il diminue lorsque je vais du tertiaire vers le primaire, bien entendu. Et ça, donc, le nucléophile, lui, va pouvoir s'approcher très facilement d'un composé de ce type-là où il y a beaucoup de place, alors qu'il va avoir énormément de difficultés de s'approcher d'un composé tertiaire, ici porteur d'un groupe partant. Donc, du tertiaire au primaire, je vais favoriser la réaction de SN2. SN2, c'est le nucléophile, je te rappelle. Le nucléophile attaque directement le carbone porteur du groupe partant et il va le chasser, ce nucléophile. Donc, s'il y a beaucoup de place au niveau du carbone, le nucléophile va pouvoir s'introduire très facilement, alors qu'ici, il pourra très très difficilement accéder au carbone en plein milieu pour pouvoir chasser le groupe partant. Donc je favorise la SN2 lorsque je diminue l'encombrement stérique. Et là, tu vois bien que les facteurs stéréoélectroniques vont dans le même sens, à savoir à partir d'un dérivé primaire, je vais favoriser très fortement la SN2 parce que très peu encombré, et je vais défavoriser la SN1 parce que j'ai un carbocation intermédiaire très instable. Donc dérivé primaire, je vais former de la SN2. Au niveau du dérivé secondaire, généralement, ça va être de la compétition entre SN1 et SN2 parce que j'ai un composé plus ou moins encombré et j'ai un carbocation plus ou moins stable intermédiaire. Et enfin, pour le dernier dérivé tertiaire, j'ai vu que ça favorisait très majoritairement la réaction de SN1 parce que j'ai un carbocation tertiaire. Et en contrepartie, ça défavorise très largement la SN2 parce que j'ai un encombrement stérique beaucoup trop important. Donc avec un dérivé tertiaire, porteur du groupe partant, j'aurai réaction de SN1. Donc voilà pour les facteurs stéréoélectroniques qui vont dans le même sens les uns que les autres. Maintenant, si on regarde le côté du nucléofuge, donc le groupe partant, lui, il va avoir une incidence capitale dans la SN1. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, la SN1 en 2 étapes. La première étape, c'est le départ du nucléofuge. Donc si j'ai un mauvais groupe partant, la SN1 elle a très peu de chances de se faire. D'accord? Donc ces capacités de groupe partant sont essentielles. Il va devoir polariser la liaison qu'il fait avec le carbone. D'accord? Bien entendu, s'il est groupe partant, c'est que la liaison elle est fragile entre le carbone et puis ce groupe-là.
Et il va être aussi capable de stabiliser les deux électrons avec lesquels il s'en va, puisqu'il part avec les deux électrons de la liaison, il va faire une charge négative. S'il n'est pas capable de les stabiliser, ça veut dire qu'il n'est pas capable de partir tout seul, puisqu'il ne peut pas gérer ces deux électrons. Donc il deviendra mauvais groupe partant. Et ça, on l'a déjà vu ensemble, peut-être que ça te rappelle quelque chose. Quelqu'un qui part avec deux électrons, c'est quelque chose de basique et ça correspond à la définition d'une base faible. Une base faible, c'est une base qui a deux électrons supplémentaires, un doublet non liant, et qui va le stabiliser. C'est bien la définition d'une base faible. Donc on va pouvoir procéder par analogie avec les réactions acido-basiques qu'on a déjà vues ensemble. Donc réaction acido-basique, tu te souviens, c'est je libère un H+, je forme la base conjuguée et puis le proton. Et on a vu ensemble que plus un acide est fort, plus sa base conjuguée elle est faible. Et inversement. C'est-à-dire qu'une base très stable, c'est une base qui va se faire très facilement et elle est obligatoirement en lien avec un acide fort. C'est-à-dire qu'une base stable, ça correspond obligatoirement à une liaison avec l'hydrogène qui est fragile, c'est-à-dire un hydrogène acide. Et on va procéder par analogie ici avec la substitution nucléophile. Si on considère de la SN1, j'ai le groupe partant qui s'en va avec les électrons de manière à former une base et libérer le carbocation. Et bien cette base-là, si elle est stabilisée, ça veut dire qu'elle va se former facilement. Et si elle se forme facilement, ça veut dire obligatoirement que la liaison avec ce groupe partant, elle est très fragile. Donc c'est un excellent groupe partant. Donc là, on peut travailler là-dessus et regarder la capacité de base du groupe partant une fois qu'il est parti avec les électrons. Et ça va me dire si c'est un bon groupe partant, pas un bon groupe partant, et pouvoir aller vers de la SN1 ou de la SN2. Donc l'analogie, c'est ça. Plus la base va être faible, plus la base va être stable ici, plus je sais que j'aurai un très bon groupe partant au départ. Exactement comme on l'a fait sur la réaction acido-basique. Et la stabilité des bases, ça va revenir à des choses qu'on a déjà vues ensemble. Ça va dépendre soit de l'électronégativité, soit de la taille des atomes. Donc ça, je te renvoie à des vidéos qu'on a vues précédemment sur la réaction acido-basique. Donc on va le voir rapidement ensemble. L'électronégativité, donc ça c'est dans la ligne de la classification périodique. On avait vu ensemble que l'électronégativité elle augmente de la gauche vers la droite. Ici j'ai mis carbone, azote, oxygène, fluor. Donc je mets les composés identiques, donc à chaque fois j'ai ma liaison avec le carbone et tous les groupements qui sont à droite ici vont être considérés comme mes groupes partants et je vais choisir, je vais regarder comme ça très facilement, savoir sur ces quatre ici, carbone, azote, oxygène, fluor, quel est le meilleur groupe partant dans la série. Donc ça va être très facile à faire. On sait que la polarisation de la liaison elle augmente quand je vais vers la droite parce que l'élément est de plus en plus électroattracteur. Donc le carbone est de plus en plus déficitaire en électrons et j'ai cette liaison-là qui devient de plus en plus fragile. Et on l'a vu, plus un atome est électroattracteur, plus il va stabiliser une charge négative. Électroattracteur, ça veut dire qu'il adore les électrons. Donc plus sa force est importante, plus il va être capable de partir avec les électrons. Donc c'est ce qui va se passer dans la SN. Je pars, le groupe partant s'en va, je forme mon carbocation intermédiaire et je regarde le groupe partant que j'ai libéré. Et là, je vois que le fluor, c'est l'élément le plus électroattracteur, ça va être la base la plus stable de la série. Je t'ai mis les pK ici. 3,2 pour le fluorure. Groupe partant ici, dans l'exemple ici à gauche, le groupe partant, c'est un carbanion. Un carbanion, c'est extrêmement basique, c'est quelque chose de très très instable. pK de 48. Donc lui, ça veut dire qu'un carbone, il a très peu de capacité pour stabiliser une charge négative. Ça fait de lui un très mauvais groupe partant. Donc le meilleur groupe partant dans la ligne, c'est le groupement qui possède l'atome le plus électroattracteur. Ici le fluor, pK, voilà, c'est une base très faible, très bon groupe partant. Le carbanion, base extrêmement forte, c'est quelque chose de très réactif, très mauvais groupe partant. Et pourquoi il est mauvais groupe partant? Il est tellement réactif, c'est que dès qu'il s'en va, il repart directement sur le carbone qu'il vient de libérer. Okay, donc ça, c'est en accord total avec ce qu'on a vu au niveau de la réaction acido-basique. Plus le groupe partant est capable de stabiliser la charge négative, meilleur il va être groupe partant, nucléofuge, okay, en lien avec son électronégativité. Et ensuite, dans la colonne, donc dans les lignes, c'est l'électronégativité qui gère. Dans les colonnes, on l'a vu ensemble, l'électronégativité elle est plus assez importante. Ce qui va importer, ça va être la taille des atomes. Et on l'a vu, plus un atome est gros, plus il va stabiliser une charge négative. Tout ça, on l'a vu dans la réaction basique. Et c'est ce qu'on appelle la polarisabilité. Donc je te montre rapidement. Dans une colonne ici avec les 10 dérivés halogénés, un fluor, chlore, bromé, iode, avec leur électronégativité respective.
Les liaisons, pareil, ça ici ce sont tes groupes partants, d'accord? On va avoir une augmentation de la taille de l'atome quand je descends dans la colonne. L'iode est un élément extrêmement gros alors que le fluor il est tout petit. Et là pareil, je considère que mon groupe partant s'en va, donc mes halogènes bien entendu. Je libère le carbocation intermédiaire, ici j'ai mis R. Le groupe partant c'est E. Et je sais que quand je descends ici, la base va être de plus en plus stable, c'est-à-dire cette charge négative va être très stabilisée ici dans le cas de l'iodure, plutôt que dans le cas du fluorure. Pourquoi? Parce que le fluorure il est tout petit, donc il y a très peu de place pour stabiliser les deux électrons avec lesquels il est parti, alors que l'iode il est extrêmement volumineux, il y a beaucoup de place pour que les deux électrons avec lesquels il est parti puissent être stabilisés dans ce gros atome. Donc ça, c'est en relation évidemment avec les pK de ces bases conjuguées. pKa de moins 10, donc une base extrêmement faible, comparé à un pKa de 3 pour le fluorure. Donc ça, c'est un groupe partant bien meilleur que le fluor. Okay, très mauvais groupe partant, très bon groupe partant pour l'anion bromure. Donc ça, c'est en lien avec la taille de l'atome. Donc retiens que plus la base conjuguée est stabilisée, meilleur sera le nucléofuge. Okay, c'est ce qu'il faut retenir et ça va mettre en relation avec les propriétés basiques des éléments. Et enfin, la force du nucléophile, c'est le dernier élément qu'on va voir ensemble. Elle va avoir une importance capitale lors de la SN2, puisque le nucléophile attaque directement le carbone qui a encore fixé sur lui le groupe partant. Donc il me faut que j'ai un très bon nucléophile. Donc on va donner quelques comparaisons. Si j'ai deux nucléophiles à comparer qui possèdent le même atome avec un excès d'électrons, c'est celui qui aura la basicité la plus forte qui sera le plus nucléophile. Je compare ici les deux oxygènes qui sont tous les deux riches en électrons, ils ont leurs 3 doubles non liants, une charge négative. Ici, j'ai une base beaucoup plus forte que là, donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus réactif. J'ai affaire à un bien meilleur nucléophile dans le cadre d'un alcoolate par rapport à un acétate ici. Pourquoi? Parce que la charge négative ici, elle est délocalisée par mésomérie sur l'autre oxygène. Donc les électrons sont déjà occupés à faire le passage d'un oxygène à l'autre, ils ne peuvent plus aller à l'extérieur, alors que la charge négative ici, localisée sur l'oxygène, totalement disponible pour aller à l'extérieur. Donc ça, c'est un nucléophile beaucoup plus puissant que le carboxylate que tu as présent ici à droite. Le nucléophile chargé va être meilleur que son acide conjugué, c'est-à-dire je dois comparer de l'eau et puis sa base conjuguée, c'est-à-dire j'arrache un H sur l'eau. 3 doublés non liants ici, 2 doublés non liants disponibles ici. Ça, je sais que ce sera un bien meilleur nucléophile. Donc si je veux utiliser l'eau comme nucléophile, il vaudra mieux que je l'introduise sous forme d'ion hydroxyle, OH-. D'accord, ça, c'est un bien meilleur nucléophile que la molécule d'eau. Et enfin, le dernier élément sur lequel il faut faire attention au niveau du nucléophile, ça va être son encombrement stérique. Au niveau de la réaction acido-basique, en tout cas de la basicité, ça n'a pas trop d'importance parce qu'une base, elle va chercher un H+, tout petit. Donc il y a toujours la place pour prendre un H+. Au niveau d'une substitution nucléophile, si le nucléophile est extrêmement encombré, il va avoir beaucoup de difficultés de s'approcher du carbone porteur du groupe partant. Je pense que ça, c'est facile à comprendre. Donc si je prends cet alcoolate ici avec un petit CH3, les hydrogènes ne prennent pas beaucoup de place. Donc lui, il est très peu encombré, il va pouvoir se faufiler pour aller attaquer le carbone porteur du groupe partant, alors que sur l'autre alcoolate, le voisin, c'est quelque chose de très encombré. Donc là, il y a très peu de place pour pouvoir aller se faufiler et attaquer un carbone porteur du groupe partant. Donc ça, ce sera un bien meilleur nucléophile que ce gros composé ici, ce gros nucléophile. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir sur les différents éléments qu'on vient de voir, il y en existe d'autres, des éléments qui vont entrer en jeu, mais plus particulièrement ces quatre-là. Le carbocation intermédiaire, sa nature, notamment sa stabilité, sa stabilisation, même par groupe, par effet de donneur inductif ou mésomère, va avoir une incidence capitale si on veut faire de la SN1. Il me faut un carbocation stabilisé pour faire de la SN1. Au niveau de la SN2, ça n'a pas d'influence, parce que la SN2 ne passe pas par le carbocation. L'encombrement stérique, lui, va être capital au niveau de la SN2, puisque le nucléophile doit attaquer le carbone qui porte encore le groupe partant. Donc il me faut absolument que j'ai un carbone sur lequel il y ait énormément de place pour pouvoir venir l'attaquer. Donc faible encombrement stérique pour la SN2. Les propriétés du nucléofuge, ça va être essentiel pour la SN1. Il faut que j'ai affaire à un excellent nucléofuge, puisque la vitesse de la réaction de SN1 ne dépend que de ce fameux nucléofuge. Donc il faut qu'il soit très bon. Pas d'incidence au niveau de la SN2.
Et la force du nucléophile, bah, pas vraiment d'influence au niveau de la SN1, puisqu'on a dit, hein, le nucléophile, il attaque directement un carbocation dans la deuxième étape. Donc, en première étape, on s'en fiche. Par contre, au niveau de la SN2, il me faut un nucléophile qui soit le meilleur possible, parce que, encore une fois, il doit aller attaquer un carbone sur lequel le groupe partant est encore fixé. Donc, il faut quelque chose de très puissant pour pouvoir aller chasser ce groupe partant. Donc, voilà les quatre éléments, que je voulais te présenter pour aller sélectionner soit SN1, soit SN2, et ce sont sur ces éléments-là que la réaction va se baser également pour aller plutôt vers une voie de réaction plutôt que vers l'autre. Voilà, écoute, je te remercie pour ton attention, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.